Bonjour à tous et bienvenue dans le webinaire. Nous allons attendre quelques instants afin que tous les participants soient connectés. Pour rappel, vous pouvez écrire vos questions dans l'espace dédié, l'espace chat du webinaire, et nous y répondrons ultérieurement. Nous vous souhaitons un très bon webinaire. Merci. Bonjour à tous, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire où on va découvrir ensemble Advanced Design, notre nouvelle plateforme d'analyse et de design des structures chez Gretech. Tout d'abord, j'aimerais prendre un pas en arrière pour mieux vous expliquer les raisons qui nous poussent à aller de l'avant avec Advanced Design. Premièrement, on souhaite converger nos ressources de développement et puiser dans notre expérience à l'international pour offrir à nos clients une solution d'analyse et de dimensionnement de structure à la fine pointe de la technologie. Cette solution-là inclut également les codes de conception internationaux. De plus, l'essor du BIM est toujours grandissant. C'est pourquoi Advanced Design répond parfaitement à cette demande. Donc, ce sont les raisons pourquoi nous avons décidé d'aller de l'avant avec Advanced Design. Maintenant que j'ai expliqué les grandes lignes qui ont poussé Gretech à aller de l'avant avec Advanced Design, j'aimerais vous exposer quelques-uns des points forts du logiciel. En premier lieu, les calculs se font par élément fini. Et ces calculs-là sont très rapides. On peut parler aussi d'un Maya qui est très performant, peu importe la forme de votre bâtiment. La modélisation qui est très simple, dans un environnement qui va être intuitif, qui va permettre à l'utilisateur de rapidement prendre le contrôle en fait, du logiciel. Les analyses sont rapides et puissantes comme j'en parlais tout à l'heure et ils sont très variés. En fait, on parle d'une analyse statique de base et on peut aller jusqu'aux analyses temporelles dynamiques. L'interopérabilité avec les produits d'Autodesk, ça c'est très important. En fait, on peut utiliser un modèle qui était produit dans Revit et l'importer dans Advanced Design ou l'inverse, créer un modèle dans Advanced Design et l'importer dans Revit. Advanced Design connaît également beaucoup de succès avec son générateur climatique 3D. Les charges de neige et de vent sont modélisées instantanément sur les bâtiments et ce en accord avec les codes du bâtiment en fait. Si on parle plus en détail de ces codes-là, Advanced Design comporte les codes finalement internationaux de plusieurs pays. Ce qui nous intéresse ici, c'est le Canada et les États-Unis plus en particulier, mais si un projet se déroule dans un autre pays, ça peut être fait avec Advanced Design. Si vous voulez plus de détails sur le logiciel en tant que tel, on a une section en fait dédiée à ça sur notre site web. Je vous suggère de le consulter. Vous allez avoir des nouvelles informations sur le nouvel ensemble ADA-AD qu'on fournit à nos clients. Et une section FAQ en fait là, qui va donner les réponses aux questions les plus courantes là, sur le logiciel en tant que. Laissez-moi maintenant vous parler en fait de l'horaire pour nos webinaires qui vont être à une fréquence de 2 semaines en fait à partir d'aujourd'hui et ça jusqu'au 10 novembre. Ces webinaires-là sont présents pour bien sûr bien décrire AD à nos clients. Donc aujourd'hui, on voit que le premier webinaire portera sur la présentation générale d'AD. Ça en fait, ça va être qu'on va utiliser un AD pour modéliser une structure et passer de toutes les étapes jusqu'à l'analyse des résultats. Pour le deuxième webinaire, on va aller plus en détail dans le design de béton avec AD. Ça veut dire qu'on va explorer beaucoup de ses fonctions. Également, certaines vérifications complexes qu'il fait, telles que la vérification au poinçonnement. Également, on peut penser à l'optimisation de la sollicitation et des ratios d'armature. Le troisième webinaire, lui, va porter sur le RC BIM Designer sur AD. En fait, ça permet, à partir des sections créées par AD, de produire le ferraillage de ces dernières. Également, on produit les plans pour la fabrication en chantier ou en usine de ces mêmes sections.
Le quatrième webinaire va porter sur l'interopérabilité d'AD. Ça veut dire en fait que les fichiers d'AD peuvent être ouverts dans d'autres produits Autodesk. Donc, ici, on parle de Revit, Advanced Steel, Advanced Concrete. Donc, on peut tout le temps créer un modèle dans AD, l'exporter et faire certaines modifications dans un autre logiciel et ensuite le retravailler sur AD. C'est très utile pour, comme j'expliquais de nos jours avec le BIM. Finalement, la dernière présentation sera au sujet du design acier avec AD. On va explorer un peu les vérifications du flambement, déversement et des flèches des éléments en acier. Mais également, on va regarder comment faire l'optimisation des profilés dans ce webinaire. Sinon, pour les personnes qui veulent approfondir leurs connaissances dans AD, on offre l'opportunité de s'inscrire à 6 formations approfondies qui vont débuter le 18 octobre. Durant ces formations-là, ça va vraiment être intéressant parce qu'il va y avoir de l'interaction entre les personnes qui regardent la formation et le formateur. Donc, c'est une occasion pour poser des questions et mieux comprendre AD. Également, ça va vous donner, pour les ingénieurs, des heures de formation OEQ. Donc, je vous suggère fortement d'aller vous inscrire sur notre site web pour ces formations. Maintenant, on va passer à la description de l'ordre du jour. Donc, on va passer par la découverte de l'interface innovante et intuitive d'AD. En fait, on a des rubans avec certaines fonctions et commandes, et ainsi que le pilote qui est en fait le centre de contrôle d'AD. On va tout vous décrire ça dans les prochaines minutes. Ensuite, on va passer à la modélisation rapide qu'on peut effectuer avec AD. On va parler des notions d'étage et de grille d'axe. Ensuite, on va passer à l'exploitation des résultats de nos calculs, en fait. On peut voir ces résultats sous forme de courbes, diagrammes de contraintes ou de notes de calcul. Donc, c'est très pratique pour l'ingénieur qui fait la conception. On va faire aussi un saut pour parler de la technologie du Result Memory. En fait, cette technologie-là permet de prendre à tout moment dans le projet une photo du modèle 3D, mais ça ne s'arrête pas là. C'est pas juste une photo bête du modèle, c'est qu'on prend en fait toutes les caractéristiques, les filtres, les codes charges, les unités qui sont appliquées au modèle à ce moment-là et on les garde en mémoire. Donc, c'est pratique pour en fait revenir et étudier un modèle. Finalement, on va parler des notes de calcul. Ces notes de calcul-là, ils sont produites avec un outil de composition qui est extrêmement puissant. Donc, ça va vous permettre de produire des notes de calcul détaillées et qui sont entièrement paramétrables. On parle même, je dirais, d'utiliser les captures du modèle faites avec le Result Memory pour les utiliser dans les notes de calcul. Ça, c'est une grosse avancée. Ça va permettre en fait d'avoir des rapports beaucoup plus détaillés du côté de l'ingénierie. Donc, avant de commencer la présentation en tant que telle, j'aimerais prendre 2 ou 3 minutes pour permettre aux dernières personnes de se joindre à nous et on va pouvoir commencer. Maintenant, on est rendu à la portion live de notre démo. En fait, on va aller à travers tout le logiciel et de voir les options qu'il contient. Le but aujourd'hui est de créer cette structure d'acier simple pour être capable en fait de voir comment est-ce qu'on peut la modéliser de A à Z. Ce modèle-là est déjà créé, comme vous pouvez voir, mais on va le recréer ensemble et on va appliquer des chargements dessus et regarder les résultats ensuite. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? C'est regarder l'interface d'Advanced Design. On regarde le ruban en haut. En fait, les barres d'outils sont présentés sous forme de ruban qu'on peut changer en fait en cliquant sur chaque onglet. Donc au centre, on a également
la section de modélisation où on voit les graphiques en fait du modèle. On peut zoomer, comme vous voyez, sur chaque nœud, chaque membrure. Donc on peut voir le modèle en entier ou en partie. Sur le côté, on voit l'onglet des propriétés. Ça, c'est fait en fait pour montrer les propriétés de tout ce qu'on peut sélectionner dans le modèle. Si je sélectionne ce poteau-là, je peux voir toutes ses propriétés directement sans double-cliquer. Donc, c'est très rapide. Même en fait les choses comme la grille, on peut voir les propriétés de cette grille-là. En fait, sur n'importe quoi qui est activable dans AD, on peut voir ses propriétés. Donc, on n'a pas besoin d'ouvrir de boîte de dialogue ou de double-cliquer. C'est beaucoup plus rapide. On a directement, quand on clique, en temps réel, les propriétés. Puis, quand on clique sur plusieurs, on voit les choses qui sont communes, comme je viens de vous montrer. Maintenant, on est dans la ligne de commande. On va voir les informations là-dedans de ce qui arrive sur le modèle. En fait, quand on fait notre modèle, il va nous diriger en temps réel sur ce qu'on a besoin de faire pour modéliser. Si par exemple je fais un élément linéaire, ben, ça va me dire ça me prend le premier point. Également, il va nous démontrer les erreurs et surtout dans les phases d'analyse où on va voir les erreurs, les choses à modifier. Il va nous expliquer en fait qu'est-ce qui arrive dans le modèle lors de l'analyse. Ici, sur le côté gauche, notre pilote de projet, on a plusieurs options. L'option de modélisation, là on peut modéliser le côté graphique du modèle, la portion d'analyse. Ça, on peut consulter les résultats d'analyse dedans. Les analyses peuvent ensuite conduire un design. On a l'onglet design. Avec notre BIM Designer, on va pouvoir également regarder le placement des armatures. Et avec l'option document, on va pouvoir montrer les rapports qu'on peut créer. Là, on voit en fait l'arbre d'organisation du pilote de projet. Là, on peut créer des systèmes et des sous-systèmes pour nous aider à garder le modèle organisé. Donc, notre but aujourd'hui, dans ce webinaire-là, va être de créer un modèle identique à ce dernier. Du moins, j'espère que vous allez essayer. Donc, c'est parti. On est dans un projet qui est vide en ce moment. On peut voir, juste en regardant, qu'on a deux vues différentes. Ça, c'est une option qu'on a dans AD. Donc, à gauche, on a la vue du dessus, donc en vue de plan. À droite, on a la vue isométrique, donc à 45 degrés. On va commencer par créer des sous-systèmes pour nous aider à être plus efficaces. Donc, on a des raccourcis clavier où on peut juste faire un clic droit et créer des sous-systèmes. Donc, je vais créer mon premier plancher. Maintenant, à partir de ça, je peux créer plusieurs sous-systèmes. On va créer une grille. On peut appeler aussi un autre sous-système Beams. Et on va utiliser un autre système qui va s'appeler colonne. Ensuite, on va utiliser un autre système qui va s'appeler contreventement. On va commencer par créer notre grillage. Faut faire attention qu'on le crée dans le bon sous-système, mais même si on se trompe, si on le met dans la structure, par exemple ici, c'est pas grave. Là, vous voyez, je crée une grille. Je vais la montrer dans la bonne direction. Vous voyez, je l'ai placée ici. Puis elle est dans, en fait, le système colonne. Mais je veux le mettre dans grille, donc je fais juste le glisser dans le sous-système grille. Maintenant, je peux le définir avec 3 espacements de 6 mètres dans chaque direction, juste pour créer une structure assez simple. Maintenant, dans notre grille de placer, on peut faire un zoom inverse pour voir la grille au complet, et on enlève le plan de travail, on n'a plus besoin. Maintenant, on voit dans notre sous-système, on a l'option de créer ce qu'on appelle un plancher, un niveau, excusez. Maintenant, ce que ça dit au logiciel, c'est si j'active ce niveau, c'est que le sous-système va être un plancher qui va commencer à 0
et qui va aller au nombre de mètres que je décide en hauteur. Maintenant, je décide de mettre 4 mètres de hauteur. Maintenant, à cause que j'avais créé un sous-système avant de faire la modification, il me disait là, que j'avais si je voulais modifier le sous-système à cause que je l'avais créé avant, mais j'ai cliqué sur OK, ça a gardé le 4 mètres. Donc, je commence à 0 et je finis à 4. Donc, ici, avec l'option de créer un niveau, on peut créer des éléments qui vont avoir une hauteur limitée. En fait, ça va éviter des clics. Donc, pour un élément vertical, on va créer avec un seul clic cet élément-là. Parce qu'il connaît en fait le point d'arrivée et de départ. Maintenant, on va décider de nos matériaux et nos propriétés de la section avant de les créer. Dans nos sections, en fait, on a 3 façons de les définir. La première, c'est d'aller à travers le catalogue. Ici, on a tous les profilés canadiens et américains. Donc ici, on voit CISC. Ici, je monte un peu. On va voir le AISC. Donc, c'est des options. C'est la première option pour créer nos sections. La deuxième option est de créer une section paramétrique où on va définir nos paramètres selon les formes génériques des sections qu'on peut avoir. Et la troisième option est d'aller créer une section là, sur mesure en définissant les sections qui vont la constituer en fait. Ici on voit 2U, 2C. Donc c'est facile de créer la section qu'on veut selon ces 3 options-là. Même en un seul clic, je peux faire un point d'accrochage et ça va me permettre de définir mes hauteurs et mes colonnes. Donc j'ai mis 4 colonnes de 4 mètres de haut. C'est aussi simple que ça en un clic. Si je vais dans les éléments planaires, avec 2 clics, je peux même définir à partir de là et là un élément planaire entre mes colonnes. Donc, on peut créer un système de mur facilement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller changer ma vue pour une seule vue pour travailler un peu plus rapidement et dans cette direction. Je vais enlever mon plan de travail également. On peut le faire à partir du pilote de projet ou du menu ruban. En un seul clic, on peut facilement cacher le plan de travail. On peut faire la même chose avec la grille. C'est pas juste là pour l'organisation, c'est là pour nous aider en fait à modéliser. Donc j'ai défini mes colonnes, mais je les ai placées dans la mauvaise sous-section. Donc je vais les sélectionner puis je vais les mettre dans en fait le fichier colonne. Je peux les choisir en fait dans le modèle ou directement dans l'arbre, dans le pilote ici. Donc ici, j'essaie de le mettre dans le bon sous-système. Ici, on voit que c'est dans le bon sous-système. Si je sélectionne tous mes colonnes, en fait, je peux les copier-coller dans la direction que je veux. D'ici, ça va être la direction Y. J'ai différentes options pour ça. Je peux même faire des rotations. Je pourrais définir un vecteur ou juste indiquer au logiciel la direction avec laquelle je veux aller pour mon copier-coller. Je fais un preview en fait pour vous montrer ça va être quoi le résultat de mes démarches. Et je peux même augmenter le nombre de copier-coller. Si je ne clique pas sur copie, ça n'acceptera pas le changement. Si je clique sur copie, ça va être accepté. Maintenant, j'ai défini mes premières colonnes du modèle. Je vais commencer par placer mes poutres en fait dans le bon sous-système. Cette fois-là, je vais m'assurer en fait. Vous voyez que je définis mes poutres en les accrochant au bon point. Vous voyez qu'on a des options d'accrochage différentes qu'on peut activer et désactiver selon nos goûts. Donc, vous voyez comment c'est facile de modéliser ces poutres-là. C'est comme si on dessinait en fait là, le modèle. Vous voyez ici, je vais choisir encore une fois l'option copier-coller. Je fais copie 3 fois, je fais une vue
et je copie. Une autre chose, le fun à propos de ça, c'est que j'ai pas besoin de fermer la boîte de dialogue pour continuer à copier, coller les options. Donc, je peux changer ma sélection et ma direction sans fermer cette boîte et je vais quand même pouvoir copier-coller. Je me reprends, je vais maintenant regarder ici. Donc, j'envoie une direction -6. Je fais un preview. Vous voyez, je l'ai fait une fois de trop, donc je le baisse. Maintenant, je fais un preview et je copie. Donc, on voit aussi qu'on a d'autres options pour le copier-coller. On pourrait envoyer les choses qu'on copie dans d'autres sous-systèmes. Vous voyez, plancher, beams, columns. On peut même créer des nouveaux sous-systèmes à chaque fois qu'on copie. On peut même finalement définir des planchers de 1 à 2 jusqu'à ce qu'on veut en fait. Maintenant, on voit que c'est le premier plancher qui a été créé. Je sais que j'ai pas choisi la bonne section pour mes poutres, donc je vais les sélectionner ici et je vais aller changer directement leur section dans les propriétés. J'en avais une déjà prédéfinie, donc je vais utiliser le 310. Maintenant, si on regarde, j'ai une forme de section I. Je pourrais aussi ajuster les excentricités si j'avais besoin. Maintenant, je vais aller définir mes contreventements dans cet onglet-là, avec un élément linéaire. Je vais aller choisir une section en premier dans mon catalogue. Donc, je vais choisir un angle, en fait, avec deux côtés équivalents. J'ai choisi le 102 par 102, 177 par 102 par 102, désolé, par 6.4. Et je fais mes contreventements. Vous voyez, encore une fois, c'est très simple de tracer des membrures. On fait une petite rotation ici pour aller placer les membrures de contreventement en arrière pour... Il nous en manque seulement une. Donc, notre premier plancher est pas mal complété. Donc, maintenant, la prochaine option que je vais vous montrer, c'est comment importer un modèle d'un fichier externe. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était de créer un modèle à partir de rien. Donc, je vais commencer par créer mon deuxième sous-système plancher 2, en fait le floor 2. Et je vais importer le fichier dans AD. Il faut juste assurer que notre structure a déjà été créée dans un autre fichier. Donc, je vais dans BIM, DXF, import. Je vais choisir en fait mon fichier spécifique pour importer dans ce modèle-là. Comme vous voyez, on me demande quelle dimension mon modèle est. Donc, c'est des mètres, donc je peux sur OK. Vous voyez comment ça a été facile d'importer un deuxième étage dans ce modèle. Donc, vous voyez que c'est fait, ce modèle-là que j'ai importé est fait en ligne. Chaque ligne était dans un layer dans AutoCAD quand ils ont été créés. Ces layers-là ont été reproduits dans nos sous-systèmes. Vous voyez, j'avais un layer qui s'appelait Beams One dans mon fichier AutoCAD. Les lignes ont été importées dans le bon dossier ici. Mais ces éléments-là, même s'ils étaient identifiés comme faux, ils n'ont pas trouvé d'équivalent dans mon modèle, donc ils ont été mis en fait dans d'autres sous-systèmes. Je vais juste les mettre dans le plancher 2 pour qu'ils appartiennent en fait au plancher que je viens de créer. Donc, ce que je vais faire après ça, vu que mes membrures, c'est seulement des lignes, je vais devoir convertir mes lignes en sections. Donc, vous voyez ici, il me demande également, quand je prends cette option-là, si je veux déliter ces lignes-là, je pèse sur oui, puis ils vont partir. Il va juste rester les poutres. On voit que ça a gardé la forme de cornière, mais je vais les changer en HSS très rapidement.
Ça va être aussi fait pour nos autres éléments. Donc, on va sélectionner nos poutres du plancher 2. On va les convertir. On efface les lignes. On garde les poutres. On va les changer ensuite dans notre forme W. Après ça, on va faire la même chose pour nos contreventements. On les garde en forme de L comme c'était défini au départ. Il nous reste encore quelques poutres que j'ai effacées tantôt pour pouvoir importer ma nouvelle structure de mon plancher 2. Donc, je vais les convertir également en poutres. Je les mets aussi comme finalement des poutres donc en forme de W310 comme j'ai mis sur toutes les autres. Comme on voit présentement, nos membrures sont pas mal toutes créées. Une autre chose qu'on pourrait faire maintenant, c'est créer les supports en fait pour notre structure. Je vais créer un sous-système pour ces supports-là. Et ce que je vais faire, ça va être vous montrer une méthode pour créer des supports plus rapidement. Il existe quelques méthodes, mais ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toutes les colonnes. Je vais cliquer droit et je vais utiliser la fonction ajouter un support. Ça peut ajouter un élément rigide ou élastique. J'ai des options pour ça. Vous voyez, je peux définir également comme des éléments rotulés ou encastrés avec des conditions en fait que je peux définir individuellement. Maintenant, je pèse sur OK. Et comme vous voyez, ces supports ne sont pas dans la bonne sous-catégorie. Je peux utiliser un filtre pour les sélectionner et les changer de catégorie en fait pour les mettre dans la catégorie support. Présentement, ils sont dans les colonnes. Ouais, j'ai mis dans mes supports, ils apparaissent tous dedans. Donc, on garde le modèle assez propre. Vous voyez que c'est assez facile de modéliser et en fait, là, que c'est très fluide comme modélisation et intuitif aussi. La productivité est assez rapide avec ça. Maintenant, je vais créer mes éléments de plancher. Vous voyez, là, je crée des sous-catégories plancher dans mon plancher 2. On peut juste choisir un élément plan. En fait, là, ça va selon le type de plancher qu'on a. Maintenant, je vais cacher mon deuxième plancher facilement et je commence à placer mon premier plancher. Vous voyez, j'ai juste à choisir les coins qui vont définir mon plancher. Je ne suis pas obligé d'avoir un plancher à 4 côtés. Je peux avoir un plancher avec autant de côtés tant que je finis où j'ai commencé. Maintenant, je vais juste m'assurer que ce plancher-là est dans la bonne sous-catégorie. Je fais la même chose en fait pour mon plancher 2. Je regarde si je travaille bien dans ma bonne sous-catégorie, si je veux que le plancher apparaisse dedans. Donc, vous voyez, je refais exactement la même chose. Je retrace mon plancher sur mon deuxième étage. Maintenant que ça va terminer notre processus de modélisation, la structure a été modélisée. Il y a d'autres choses qu'on pourrait faire. En fait, on pourrait mettre certaines choses en mode translucide et juste modifier certaines vues. Mais présentement, on va commencer à créer les loads. En fait, on va créer les familles, donc les dead, les live, la charge de neige, charge de vent. En fait, vous voyez ici, il y a tous les types de charges qu'on peut appliquer. C'est juste pour vous montrer comment on fait pour appliquer ces charges-là. Vous voyez ici, c'est créé dans mon arbre d'organisation. C'est vraiment clair. Je pourrais même créer une deuxième charge morte si je voulais. Je pourrais créer aussi un autre cas d'application de ma charge morte et puis les appliquer à ma structure ici. Même chose pour mes charges mortes puis pour mes charges de neige. Je vais juste vous montrer comment appliquer des charges vives sur ma structure. Excusez, une charge de neige. J'ai l'option de faire des charges ponctuelles, linéaires ou en fait surfaciques. Je vais en créer une surfacique. Vous voyez, je choisis les coins. J'ai mis moins 5 kN. Et tu peux juste choisir la forme que tu désires pour ta charge. Ici, je viens de créer une charge de neige sur une portion du plancher.
Vous voyez que c'est indépendant de la surface en dessous. Donc, c'est pas obligé d'être vraiment sur la forme du plancher. On peut définir la propre forme pour la charge. Vous voyez, avec les points ici, je peux choisir ou modifier en fait la forme de ma charge selon mon désir. Donc, c'est très facile si on se trompe ou si on veut la modifier un peu de changer la forme de notre charge. Également, vous voyez, dans les propriétés, on peut jouer avec les coefficients de variation pour les mettre plus trapézoïdales ou triangulaires dans ce cas-là. Une autre chose qu'on pourrait faire pour faire un chargement rapide, ce serait sélectionner l'élément plancher, cliquer droit et faire une load selection et mettre une autre charge ici. Fait que si je mets moins 2.4 et c'est fait. Donc j'ai appliqué une deuxième charge. Voici dans l'arbre d'organisation. Si je voudrais répliquer la charge sur un autre plancher, par exemple, je pourrais le faire facilement sans copier-coller, comme on avait à faire dans d'autres logiciels ou d'autres versions en fait de ce logiciel-là. Je peux juste prendre cette charge-là et le descendre par en bas sur le premier plancher et j'aurai une nouvelle charge. Vous voyez, j'ai deux charges complètement différentes. La deuxième que je viens de déplacer sur le deuxième. Vous voyez que le processus de modélisation est très efficace et c'est la même chose pour l'application des charges qui est très similaire à la modélisation, qui est juste finalement de dessiner nos éléments et de dessiner nos charges et de définir les propriétés dans l'onglet propriétés. Finalement, la dernière chose qui reste à faire, c'est de créer les combinaisons. On va dans propriétés, l'autre combinaison. Je peux utiliser l'option de prendre en fait toutes les combinaisons automatiquement avec le générateur, dépendamment du code qu'on va choisir. Donc, ça va créer toutes les permutations possibles selon les charges qu'on a appliquées ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on clique ça, et vous voyez, le générateur a généré les coefficients appropriés avec chaque cas de chargement. Donc 1.25 fois la charge morte, fois 1.5 fois la charge vive. Et ça continue comme ça. Et finalement, toutes les combinaisons possibles sont créées. Mais on n'est pas restreint à ça. On peut en créer d'autres. On paye sur le bouton Ajouter, puis on peut mettre nos combinaisons personnalisées. Et on peut toujours ajouter des combinaisons qu'on a ajoutées précédemment avec cette option-là ici. Donc, on paye sur OK. Depuis le début de cette présentation, on a créé notre structure en utilisant une grille pour nous aider à modéliser plus rapidement. On a créé le deuxième plancher en important en fait un fichier DXF qui avait été fait à partir d'AutoCAD. On a converti ces lignes en membrures et on a choisi les sections. Fait que vous voyez les deux façons qu'on peut faire pour modéliser le système. Ensuite, on a créé les planchers et on a appliqué des charges sur ces planchers. La dernière étape a été de créer les combinaisons. Maintenant, on peut juste lancer l'analyse ici. Parce que je veux sauver du temps pour cette démonstration, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller consulter le premier modèle que je vous ai montré au départ. C'est le modèle qui est exactement identique. Je l'ai déjà roulé l'analyse dessus. On va consulter les résultats en cliquant sur l'option ici. Ça nous montre en fait, quand ça ouvre, les possibilités. Est-ce qu'on veut faire une nouvelle analyse ou en fait regarder les résultats qui ont déjà été refaits. Donc moi, je vais juste payer sur OK puis regarder les résultats qui sont déjà produits. On voit maintenant que la structure est faite uniquement d'éléments finis. Puis on a de contrôle sur le maillage de chaque élément. Et chaque élément est maillé indépendamment des autres. Donc les planchers, les membrures, tout est maillé indépendamment. On peut jouer avec la précision. On peut faire finalement des maillages plus gros, plus petits. S'assurer qu'ils ne se touchent pas à certains points si on veut analyser des éléments séparément. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller voir les différents résultats. On peut commencer avec les déplacements, les forces, les contraintes, les modes. Donc, maintenant, on y va dans les déplacements. On choisit un cas de chargement. Je paye sur le marteau et ça va me donner finalement
les flèches pour ce cas de chargement-là. Désolé, c'est pas un cas de chargement, c'est plus la charge morte finalement. Euh, donc, il faut choisir une combinaison si on veut analyser les bons résultats. Donc, je le choisis là. Donc, vous voyez, pour toute la structure, on a des résultats, mais si on veut juste des résultats sur un élément linéaire, on peut le choisir. Donc là, ça peut être pratique. Vous voyez qu'on a juste la déflexion sur les poutres et les poteaux. On peut choisir juste un élément spécifique. Maintenant, je clique sur cette poutre-là et je replie sur le marteau et j'ai les résultats pour cette poutre-là. Donc, on peut isoler le cas qu'on veut, puis la légende va suivre, en fait, l'ordre de grandeur de la légende va suivre les contraintes qu'on a sur les éléments à l'étude. On peut regarder également les moments et les diagrammes vont être produits de façon graphique. C'est quand même le fun de voir graphiquement ces résultats-là sur notre écran, puis de voir l'ordre de grandeur de ces résultats. Mais on peut toujours avoir ces résultats de façon plus claire, plus précise dans des courbes de résultats en activant l'option que je viens d'activer. On voit ici que j'ai à gauche et à droite les forces et les moments. On voit ici chaque ligne correspond à un cas de chargement, une combinaison de chargement. Si je double-clique, je vais voir en fait cet ensemble de courbes. Je vais être capable de voir différentes choses avec ces options-là. Je peux éditer certains points. Donc, on peut voir chaque résultat à chaque combinaison, à chaque point. Si tu veux les utiliser, tu peux les copier dans Excel très facilement avec ce bouton. Toutes ces valeurs-là étaient des résultats. Je peux avoir en fait ici, je peux décider en fait quelle combinaison que je veux voir. Si je veux pas voir les combinaisons qui ont finalement aucune pondération, j'ai juste à les décocher. Celles-là qui sont des flèches, je veux pas les voir, donc je les décoche. Donc c'est très facile de filtrer l'enveloppe qu'on veut avoir en fait. On peut choisir n'importe quoi finalement. Donc là, on a changé un peu, donc ça on a épuré les lignes de résultats. On peut aussi afficher certains points sur les courbes. C'est un peu dur à voir parce qu'on a beaucoup de courbes, mais si on zoome, on voit que c'est quand même précis. On voit bien les valeurs. On peut aussi encore les avoir dans Excel ou dans un format de chiffrier. On peut regarder aussi les maximum minimum, les points qui interceptent l'axe des X. Vous voyez, ici, on voit les points d'intersection comme je viens de dire. Donc, ces résultats-là sont juste des résultats génériques pour l'analyse. Je voulais juste vous montrer un peu rapidement qu'on avait ça disponible. On a également des résultats de design, mais ça va être au sujet d'un autre webinaire. En fait, quand on va faire le design de béton et d'acier, on va le voir. Mais on va le voir dans les prochains webinaires. La prochaine chose que je vais montrer, c'était les captures d'écran qui allaient pouvoir sauver les vues. Donc, j'en ai parlé au début, c'est les Result Memories. Donc, on va revenir au modèle original. Donc, on va sauver certaines vues. Ces vues vont être utilisées pour différentes choses, comme revenir à des moments spécifiques, des locations spécifiques dans le processus de modélisation ou pour les utiliser dans nos générateurs de rapports plus loin un peu. Je vais vous montrer exactement comment faire. Ici, on a une vue spécifique. On peut aller dans l'utilité et prendre une vue en fait. Maintenant, une vue a été créée. Maintenant, on va changer un peu des choses dans le modèle. On va changer un peu l'orientation et on prend une nouvelle vue. On fait le contraire. On prend l'étage 2, on change la direction, on enlève le support et je prends une autre vue. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre des vues avec des sélections qui ont été sauvegardées. Donc, on va choisir avec mon filtre tout ce qui était des HSS et on va faire une vue avec ça.
parce qu'en fait, c'est mes colonnes, puis je voudrais voir mes colonnes dans une vue, par exemple. Donc, je fais une rotation et je prends une autre vue. Donc, si on regarde, je peux utiliser toutes ces vues-là pour modéliser ou pour faire un rapport. Vous voyez, ces murs-là, je voudrais les enlever de la vue, donc je peux juste les retirer de cette façon ici. Je vais enlever aussi ma grille. Je peux aussi prendre des vues avec mes chargements. Donc, si je prends un chargement, finalement, pour ma première vue, je vais mettre ma charge morte. Puis, Utility, prendre une vue. Ma deuxième vue va être avec ma live load. Donc, j'enlève aussi mes planchers, je prends une autre vue. Et je peux continuer encore. Donc, ces vues-là peuvent être faites pour changer nos propriétés de nos chargements. On peut toujours revenir avec ces vues-là pour revenir, comme je dis, pour travailler sur le modèle au moment où on les a pris. Donc, ça évite qu'on aille à jouer avec nos filtres, à cacher des éléments, à en ajouter d'autres. C'est direct. Donc, c'est très rapide pour changer des choses dans le modèle à certains points. Donc, vous voyez, je peux changer de vue très facilement entre chacune d'elles. Modifier mes charges encore. Donc, c'est très pratique pour le processus de modélisation. Surtout pour améliorer l'efficacité. On peut faire la même chose en fait avec nos résultats d'analyse. Maintenant, j'ouvre mes résultats. On avait des résultats de flèches avec des déplacements. Maintenant, je peux prendre une vue de ça. Vous voyez, elle vient en bas là. Fait que comme les autres, elle est sauvegardée. Je pourrais aussi prendre une vue avec, comme j'avais fait tantôt, en filtrant mes éléments. Donc, je prends juste une vue de la poutre de rive avec sa déflexion. Même, je peux utiliser la vue des forces, puis sauvegarder. Je peux faire la même chose avec les graphiques. Vous voyez, si on fait une sélection dans ces diagrammes-là, la vue qu'on sauvegarde va comprendre uniquement ces sélections-là. Si je reviens, je peux aller voir cette sélection-là. Donc, c'est super pratique quand on a coché ou décoché plusieurs choses. Donc, c'est ça que je conseille avec ce type de vue-là, c'est pour faciliter l'analyse des résultats du modèle. Donc, on a fini la première partie qui était utile à propos de ces vues-là. La deuxième façon qui sont utiles, c'est pour nous aider à modéliser un peu plus vite, comme je disais tantôt. Puis la dernière façon que ça peut être utile, ça peut être si on l'utilise dans les rapports. Donc, si on va dans l'onglet Documents et on voit qu'on a des rapports prédéfinis qu'on peut utiliser, mais on peut en générer un nouveau, là, puis le mettre vraiment à notre goût. Maintenant, j'enlève tout ce qui a été fait et je commence à neuf. Donc, je vais commencer avec une page couverture, une table des matières, premier chapitre, par exemple, puis maintenant, je vais ajouter certaines informations sur le modèle, la géométrie, donc je l'ajoute comme ça. Maintenant, les quantités. Je peux également ajouter la description des supports. Aussi, je peux ajouter par après. Vous voyez que ce chapitre-là, je pourrais mettre finalement des choses dedans qui ne le sont pas nécessairement. C'est tout le temps modifiable. Maintenant, je peux insérer quelques vues que j'ai sauvegardées tantôt, comme je parlais. Maintenant, quand on a fini, on peut faire un autre chapitre. Vous voyez, on peut construire un template là, qui est quand même assez bon, juste de cette façon-là, puis l'utiliser pour faire des rapports vraiment complets. Là. Mais je mets une description, des cas de chargement, je rajoute des vues avec mes chargements. Je peux même ajouter des courbes de résultats que j'avais sauvegardées. Donc, je peux même ajouter d'autres propriétés pour en fait générer des formats de rapports différents.
Et comme je disais tantôt, je peux sauvegarder ce type de rapport-là comme un template pour d'autres projets en fait, là. Fait que c'est très utile d'en faire un pour commencer et de l'utiliser encore et encore. Maintenant, quand je paye sur générer, euh, on voit que ça va travailler un peu et générer automatiquement dans Word le rapport. Vous voyez qu'on a quelques informations sur la page titre. Je vais zoomer un peu. On voit qu'il y a les noms des directeurs de projet. J'ai mis ça quelques informations génériques sur les collègues. Ici, on voit que j'ai les vues que j'ai prises et qui sont utilisées. Ça, c'est des données qui ont été demandées dans le rapport. Dans les tableaux, c'est quand même très propre. On pourrait aussi ajouter des notes de calcul, mais on va les voir en fait dans les prochains webinaires pour ce qui est du design. Là, on a juste les affaires génériques simples comme la géométrie, la quantité, les charges. Donc, c'est un rapport qui est très bien fait, puis très rapidement fait surtout. Donc, ça nous amène à la fin de la présentation. Donc, maintenant que la modélisation est terminée, en conclusion, j'aimerais faire un dernier récapitulatif des fonctionnalités d'Advanced Design qu'on a vu aujourd'hui. Donc, on se souvient que ça nous permet une modélisation beaucoup plus simple et on peut faire des analyses en éléments finis qui sont extrêmement puissantes et beaucoup plus rapides. Également, l'automatisation des exploitations graphiques et des notes de calcul détaillées se fait très bien et très facilement. Aussi, avec le BIM Connect, vous pouvez faire vos analyses avec un vrai flux de travail BIM. Ça va améliorer beaucoup votre productivité. Le logiciel est disponible dès maintenant. Avec votre licence 2017, vous pouvez maintenant utiliser cette nouvelle plateforme. Donc, vous pouvez directement installer Advanced Design 2017 dès aujourd'hui et commencer à vous pratiquer à faire des projets avec. Je voudrais aussi, avant de terminer, juste faire un récapitulatif des webinaires qui sont à venir. Aujourd'hui, on voit, on a fait le premier, il en reste 4 et ils vont être à une fréquence aux 2 semaines à partir d'aujourd'hui. Donc, manquez pas ces rendez-vous-là, ça va être très intéressant avec le contenu qu'on va regarder. On va enrichir ou augmenter en fait ce qu'on a vu aujourd'hui. Et si vous voulez encore plus d'informations, il y a 6 formations approfondies qui vont débuter le 18 octobre qui sont disponibles. Vous pouvez vous inscrire sur notre site web. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi pour le webinaire et je vous souhaite une bonne journée.